pour l'assurance. Voilà. Bonjour, bonsoir. Donc on va commencer par présenter le thème. Vous pouvez poser des questions pendant cette présentation et on y répondra à la fin. Plutôt des questions d'ordre, si possible, général. Toutes les questions d'ordre, on va dire, personnel, propres à votre projet à vous, on y répondra avec plaisir par mail. On va laisser nos coordonnées à la fin de cette présentation. Donc, je vais rappeler un peu le contexte du prêt immobilier en 2017. Ça a été une année exceptionnelle, encore mieux que 2016, tout simplement parce que les taux sont extrêmement bas, comme vous le savez. Et puis, clairement, on a aussi pu constater que le marché de l'immobilier se porte bien, donc surtout à Paris, Bordeaux et Lyon. Plus de 970 000 acquisitions en 2017. Et en termes de milliards, ça représentait 272 milliards en 2017 contre 252 milliards d'euros en 2016. Le début de l'année 2018 se passe bien. Les taux sont toujours très bas, mais on peut constater qu'il y a de la demande, mais peu de biens en circulation. Donc, le marché parisien est clairement en surchauffe et on peut constater des prix au mètre carré à environ 9 800 euros. Voilà. Vous allez voir aussi que Pierre va vous parler d'une nouvelle mesure qui est arrivée donc, en janvier 2018 concernant l'assurance emprunteur. Vous allez pouvoir en changer chaque année. Pierre vous expliquera ça. Tout à fait. Donc nous, on est là aussi pour intervenir, pour vous expliquer que même si vous êtes à l'étranger, c'est vraiment toujours le bon moment d'investir et dans des bonnes conditions. Pour cela, il faut être bien préparé. Vous êtes non-résident, donc forcément, les banques françaises ne vont pas chercher ces dossiers en priorité parce que vous n'allez pas donner votre relation bancaire principale en domiciliant le salaire. C'est un peu à vous de montrer comment présenter votre dossier au mieux. Et donc, en passant par des cabinets comme le nôtre, on vous explique clairement qu'il est important déjà de valider en amont votre capacité d'emprunt. Il y a des spécificités selon chaque pays. Il y a aussi la conformité qui devient de plus en plus importante, notamment par exemple pour les résidents US. Donc, il y a la nouvelle norme FATCA qui vise à bien en fait, c'est une norme qui vise à, à faire en sorte en fait que dès que vous avez un compte en dehors, la banque en France doit reporter au fisc américain. Donc ça donne une lourdeur administrative pour la banque française d'envoyer les informations au fisc américain. Il y a aussi évidemment l'alimentation du compte par espèce. Donc il y a des spécificités sur chaque pays. Donc c'est pour ça, nous on est là pour anticiper tous ces problèmes éventuels et présenter au mieux un dossier à un organisme bancaire. Voilà. Donc, je peux passer à la slide suivante. On peut aussi vous accompagner sur plusieurs types de projets. Donc il y a l'investissement locatif, tout simplement. Donc vous avez été très nombreux à faire de la location meublée non professionnelle, notamment à Paris. On peut aussi vous accompagner sur peut-être une future résidence principale dans le but de rentrer en France, résidence secondaire. On peut étudier également les rachats de prêts. Oui, comme les taux sont bas, on peut peut-être voir si votre prêt a 5 ou 6 ans d'historique, voir si c'est intéressant de le racheter. Donc, on peut étudier ça. Il y a également aussi le crédit patrimonial. Donc, c'est des choses qu'on n'y pense pas, mais par exemple, en cas de divorce, on peut faire un rachat de la part de votre conjoint ou conjointe. Également, on peut faire un post-financement. Si vous avez vous avez acheté un bien cash et vous réalisez que vous souhaitez le refinancer, dans les 6 prochains mois, on peut le refinancer. Ensuite, si vous avez peut-être hérité d'un bien et que vous devez payer une dette fiscale, on peut également prendre une garantie sur ce bien. Voilà. Donc, le processus d'achat. Donc, on va se focaliser sur l'acquisition immobilière en tant que non-résident. C'est vrai que quand vous signez un compromis de vente, c'est déjà bien d'avoir validé votre capacité d'emprunt. Et donc, c'est à ce moment-là où vous montez aussi votre dossier de crédit.
et vous signez un compromis de vente avec donc une clause pensive d'obtention de prêt. Donc ça vous laisse, on va dire, environ 45 à 60 jours pour obtenir un crédit. Encore une fois de plus, le cabinet est là pour faire en sorte que l'offre sorte en temps et en heure. Voilà. En général, ça prend donc 90 jours. En termes de qui peut emprunter, donc c'est toute personne physique de tout pays. Hein, on peut étudier en fonction de chaque pays. Vous pouvez aussi acheter en SCI si vous le souhaitez. Donc, il faudra juste qu'on regarde qui est la personne avec laquelle vous achetez. On peut emprunter de 5 jusqu'à 20 ans. De temps en temps, on peut regarder les demandes à 25 ans, mais c'est vrai que la banque souhaite vraiment au maximum 20 ans pour les non-résidents. En ce moment, on peut emprunter soit en amortissable ou en prêt in fine. Donc l'amortissable, c'est que vous payez les intérêts et le capital, et le prêt in fine, c'est uniquement les intérêts. La norme aujourd'hui, c'est plutôt l'amortissable. Les clients français expats vraiment font plus de l'amortissable et du taux fixe. Donc, juste pour vous donner une petite idée, aujourd'hui, sur 20 ans, on va être à 1,40 au mieux, en fonction de votre situation, au pire à 2,15. Et sur 15 ans, on va être à 1,16 et au pire à 1,95. Voilà, fixe sur toute la durée. Concernant les pénalités de remboursement anticipé, on peut toujours les négocier également. On peut financer jusqu'à 100% de votre projet. Donc, ce n'est pas moindre, avec des contreparties financières si vous le confiez à la banque. En règle générale, c'est 20-10% d'apport. Voilà, hors frais de notaire, bien sûr. Le montant minimum, en général, c'est 100 000 euros à plusieurs millions. Et souvent, la garantie qui est prise, c'est une hypothèque, donc un privilège de prêteur de deniers si c'est une acquisition classique, une hypothèque si c'est de la construction. Il est possible aussi que la banque propose aussi un nantissement quand il y a un financement à 100%. En termes de taux d'endettement, ça n'a pas changé. On est toujours à peu près à une norme de 33%. Donc, on prend le total des charges divisé par le revenu. On peut prendre en compte, bien sûr, les revenus fonciers, même dans les autres pays. On peut prendre aussi le futur revenu locatif si c'est un projet d'investissement locatif. Voilà. Donc, en fonction du reste à vivre, si le reste à vivre n'est pas très important, on va être plus à 35%. Si votre reste à vivre est très confortable, on peut monter largement jusqu'à 39% d'endettement. Voilà. On répondra aux questions à la suite, hein, donc il y a des questions. D'accord, ok, pas de souci. Voilà, après en termes de profil d'emprunteur, donc on a de tout. Hein, ce qui revient souvent, c'est le salarié expatrié. Donc s'il est en détachement, on va prendre par contre son salaire de référence parce qu'il va y avoir un retour en France qui est acté par le contrat. Et on va faire attention aussi au niveau du loyer, qui est souvent pris en compte par les employeurs. Donc là, on va prendre une charge fictive de loyer, parce que si le client rentre en France, on sait qu'il va devoir payer une marge sur sa résidence principale. Alors, on a aussi le cas du salarié en contrat local, avec la domiciliation, sans la domiciliation des revenus. Donc ça, c'est vraiment le cas qu'on a tout le temps. Donc le client est payé en devise locale. Là, encore une fois de plus, il n'y a pas de sujet, hein, on a des solutions. On prendra juste le loyer que vous payez dans votre pays de résidence. On fera attention, bien sûr, à la devise également. Et on fera attention de faire en sorte que vous puissiez bien faire vos virements du pays vers le compte en France. Voilà. Après, on a aussi le cas du client donc, qui a un salaire avec des bonus, des revenus conséquents. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une moyenne des 3 dernières années de bonus pour le prendre en compte. Attention, toutes les banques ne prennent pas en compte le revenu variable. Donc, là encore, c'est du cas par cas. Nous avons aussi beaucoup de chefs d'entreprise qui nous sollicitent. Donc là, pareil, on demande 3 années de bilan. Donc, 3 années de bilan avec la même société. Et bien sûr, donc, nous prenons en compte le salaire et donc les dividendes qui ont été déclarés sur l'avis d'imposition personnelle et non de l'entreprise. Alors, il y a des petites astuces qui sont importantes. C'est surtout, soyez en règle avec vos documents. Alors, parce que c'est ce qui fait aussi le succès de votre demande de prêt. Donc, nous sommes là aussi pour vous accompagner, bien sûr, pour vous conseiller sur quel type de documents vous devez apporter.
C'est très important de bien justifier votre identité, votre preuve de domicile aussi. Donc, il y a les relevés bancaires aussi. On va vous demander, ne soyez pas surpris, mais vos relevés bancaires dans tous les pays où vous détenez des comptes. Les documents fiscaux aussi sont très importants. Vous devez être en règle et les avoir faits en temps et en heure parce que, par exemple, on demande déjà la déclaration pour 2017, par exemple, aux États-Unis, tax returns, ils sont déjà prêts normalement. Donc, ça, on va vous demander. Ensuite, l'ouverture de compte à distance, elle est possible, le compte bancaire. Après, c'est au cas par cas, en fonction de l'option que vous choisissez. Il y a des banques qui vont vouloir vous rencontrer une fois que le prêt a été accordé. Et puis, il y a des banques qui vont accepter de le faire à distance. Voilà. Comme je vous disais, il y a la conformité qui devient de plus en plus lourde au niveau des banques. Donc, c'est surtout sur l'origine des fonds. Donc, elles peuvent parfois remonter jusqu'à 1 an de relevé de compte pour bien s'assurer que ces fonds ont été économisés grâce aux revenus du travail ou soit grâce à un héritage. Mais elle va faire très attention à ça. Elle va vraiment remonter assez loin. Voilà. Donc, ça, c'est des questions aussi qu'on fait en découverte client. Voilà. Okay. Et au niveau des petits plus à savoir, donc là, c'est l'expérience qui parle. On a pu constater ça dans des dossiers. Donc, attention au dépôt d'espèces. C'est vrai que de temps en temps, on peut circuler avec de l'espèce, surtout quand on voyage. Et on se dit, bon, j'ai peut-être pris trop d'euros pour mon retour en France. Je vais faire un dépôt sur mon compte en France, comme ça, je suis tranquille. Bon, là, attention, c'est pareil, les banques n'aiment pas trop ça, le dépôt d'espèces, donc à éviter. Ça peut aussi poser problème, en fait, dans votre demande de prêt, parce que la banque va se dire, oulala, le compte va être alimenté uniquement en dépôt d'espèces. Elle n'a pas envie de ça, parce qu'elle va devoir à chaque fois vous demander les documents qui justifient ce dépôt d'espèces. Voilà. Après, important aussi de bien payer vos impôts si vous avez déjà des biens en France. Afin qu'ils évitent de prendre directement sur votre compte en France. Ça s'appelle un avis à tiers détenteur. Et là, si la banque, dans l'étude de prêt, voit ça, clairement, elle va pas aimer non plus. Voilà. Attention aussi, si vos parents, en fait, décident de vous donner de l'argent pour cet achat immobilier, tout à fait légal. Hein, vous pouvez donner jusqu'à 100 000 € par enfant et par parent tous les 15 ans. Mais ça doit être enregistré au service des impôts. Bien sûr, il n'y a pas de... On peut donner plus, mais avec des impôts. Oui, bien sûr, oui, voilà, sans être imposé, mais ça doit être quand même déclaré et enregistré auprès du service des non-résidents. Voilà. Ensuite, être prêt forcément à donner de la contrepartie, parce que si vous souhaitez juste un crédit sec, dites-vous que si vous ne donnez pas un petit peu d'épargne ou ne prenez pas un petit peu de produit d'assurance, la banque, elle va dire quel est mon intérêt à prendre ce dossier, puisque les taux sont tellement bas que ça leur rapporte très peu d'argent. Donc, ils espèrent un petit peu travailler avec vous et développer une relation bancaire, comme ils vous disent toujours. Donc, soyez un petit peu ouvert aux contreparties, juste pour pérenniser votre relation avec la banque. Faites attention aussi, mettez toujours à jour en fait, vos données personnelles avec votre banquier. Parce que c'est vrai que si vous ne donnez pas de signe de vie pendant 1 an et que vous vous appelez d'un numéro qu'il ne connaît pas, il va être méfiant et le compte va être un peu peut-être en jachère. Et puis le jour où vous avez un vrai projet immobilier, ça va être compliqué. Voilà. Et puis, bien sûr, ne pas négliger l'assurance, comme Pierre vous l'expliquera, parce que sans assurance, il n'y a pas de prêt. C'est vraiment un domaine qu'il faut, dès le début, dès la demande de prêt, ne pas négliger. Voilà, écoutez, si vous avez la moindre question, continuez à nous poser des questions et n'hésitez pas à nous appeler et à solliciter notre équipe. Merci beaucoup. Merci Laure. Donc, Valorama maintenant, donc on a parlé du crédit et comment optimiser son crédit. Et maintenant, je vais vous expliquer facilement comment optimiser l'assurance, puisque vous savez que le taux du crédit, au taux du crédit s'ajoute le taux de l'assurance. Il est même proportionnellement plus important que le taux du crédit, puisque c'est un taux facial et que vous aurez à payer à fond perdu, je l'espère pour vous. Donc, Valorama a été créé il y a 6 ans maintenant, pour en fait, nous sommes des anciens banquiers et nous avons décidé de créer des outils simples et des process simples à distance pour les clients internationaux qui souhaitent
faire un crédit et s'assurer dans des conditions les plus fiables et économiques depuis son pays. Donc à titre d'exemple, quel est l'intérêt d'avoir un recours à un cabinet de courtage comme nous, comme Valorama? C'est par exemple, je prends un emprunteur qui fait un prêt de 200 000 euros pour un investissement locatif. Bon ben, sur 20 ans, une banque va en général, on constate que les taux vont être à peu près de 0,27. Quand nous, sur la même typologie de clients, on pourrait être à 0,07. Donc, c'est à peu près 3-4 fois moins cher. Enfin, vous voyez les gains qu'on peut faire. Donc, plus les montants de prêts vont être importants et plus ça va être important comme gain à réaliser. Donc, pour vous expliquer pourquoi en fait on peut réaliser ces gains et quelle est la valeur ajoutée de le faire par un cabinet spécialisé international, c'est simple. En fait, vous, en tant qu'investisseur international, vous représentez même pas 1% des cas pour un assureur. C'est pourquoi, quand vous ne passez pas par un canal spécialisé comme nous, vous êtes en fait la brebis, le mouton noir et en tout cas le cas un peu atypique pour un assureur, et il va se faire un malin plaisir à vous appliquer des surprimes ou à mettre le dossier un petit peu à l'écart parce que vous êtes un cas atypique. Donc nous, en fait, nous n'avons que des cas atypiques, c'est pourquoi les portes des assureurs, on les a déjà ouvertes et on a déjà eu toutes les dérogations pour aller beaucoup plus vite et pour avoir des tarifs non surprimés pour tous les pays du monde. Donc voilà pourquoi on apporte une vraie valeur ajoutée sur la clientèle internationale, qui n'est pas du tout la spécialisation des banques qui vendent leurs contrats d'assurance et qui ne sont pas du tout préparés à la mise en place ni aux tarifs pour les pays. Donc ensuite, comment ça se passe? Étant préparé à faire des process à distance, en fait, on va aller 2 à 3 fois plus vite que les process pour des Français. C'est-à-dire que tous les envois sont dématérialisés, les envois de documents sont dématérialisés, se font par email, les réponses par scan. Donc c'est immédiat les réponses, les envois de documents, les demandes des assureurs, tout ça sont traités par email. On n'attend pas les délais courriers qui peuvent prendre, si on envoie un courrier à New York, qui peuvent prendre une semaine et qui peuvent faire retarder une vente. Nous, c'est un clic d'email. Aussi, là, les examens se font dans votre pays et aussi en anglais ou dans une autre langue. Nous, on a déjà préparé tous les documents pour les médecins qui seraient de langues différentes. Ça, c'est très important parce que les contrats bancaires sont tous en langue française, 98% du temps, et c'est pas vraiment accepté par un médecin de langue anglaise. En termes de timing, un dossier inférieur à 1 million d'euros à distance, ça va pouvoir se faire en 1 à 2 jours. Bon, là, on a mis J+1, mais c'est à partir du moment où vous répondez au questionnaire et qu'il n'y a pas de médical. À partir du moment où il y a soit un problème médical ou alors on est au-dessus de 1 million d'euros, et bien là, on va avoir des formalités médicales, donc prise de sang, électrocardiogramme, des choses comme ça, qui vont se faire dans votre pays. Et là, ça dépendra aussi de votre réactivité à aller faire les examens que vous pourrez faire dans votre pays, soit dans le centre auquel vous avez l'habitude d'aller, soit dans un centre que nous vous conseillerons si vous n'en avez pas. Mais tout peut être fait dans la langue de votre pays. Donc là, ça peut prendre 6 jours. Alors, faut savoir que chez une banque, un dossier d'1 million d'euros, ça prend 3 semaines, 1 mois, s'il n'y a aucun problème. Nous, on peut faire ça en 1 ou 2 jours. Voilà. Donc ça vous dit aussi quels sont les avantages à passer par un courtier spécialisé.
ben, notre équipe, elle est au moins, on est tous au moins bilingues ou trilingues. Donc, puis on a renforcé les équipes ces derniers temps, donc on est un petit peu plus nombreux aujourd'hui. Mais voilà les piliers de l'équipe à ce jour. Voilà. Donc, on va pouvoir répondre à vos questions. Vous avez les informations et les contacts pour nous donner nous demander des choses plus précises ou plus détaillées ou plus personnelles sur les emails ou en nous appelant. Et donc là, je crois qu'on va répondre à... Moi, je vais prendre la question. Alors, on va regarder. Alors, d'accord. Alors, juste pour les personnes qui sont arrivées un petit peu en retard, donc il n'y a pas de replay, mais par contre, cette vidéo est donc bien sûr enregistrée, donc on va vous l'envoyer par mail, tout simplement. Il faut bien sûr donner votre email personnel pour recevoir cette vidéo. Donc, ils donnent le mail dans le chat? Non, c'est bon? D'accord, très bien. Écoutez, je vais prendre la question de pourquoi plus 0,3 plus cher qu'un résident. C'est ce qu'on a constaté en fait. À vrai dire, ça dépend de chaque dossier, mais on a constaté qu'en moyenne, c'est plus 0,3%. Surtout quand c'est de la distance, quand le client ne peut pas se déplacer en agence. Pourquoi 0,3%? Parce que, comme je l'ai expliqué pendant la présentation, vous n'allez pas pouvoir donner la relation principale, donc domicilier le salaire, prendre des produits d'assurance avec eux, donc ils vont au minimum marger un peu sur le crédit pour que ça rende le dossier intéressant, tout simplement. Mais on est quand même sur des taux à moins de % fixes sur toute la durée. Je peux vous dire, quand vous parlez à un Britannique ou un Américain, que vous avez fixé votre taux à même 1,7 sur 20 ans, ils hallucinent. Enfin, ça reste quand même des taux exceptionnels, et même si on est à plus 0,3% qu'un Français résident, ça reste quand même vraiment le bon moment d'investir et d'emprunter. Je continue sur la question du crédit? Il n'y a pas beaucoup de questions sur les assurances. Alors, donc la prochaine. Alors, vos lenders sont tous français. Un lender britannique peut-il financer un bien en France? Alors, nous, la plupart, sur les projets, on va dire à moins d'1 million, on va être, oui, sur la banque française, clairement. Au-delà du million, en fonction du projet, si c'est un peu atypique, là, on va peut-être être plus sur des banques privées, donc Genève, Luxembourg. Ça peut arriver qu'on sollicite des lenders anglais, mais ça a été quand même très, très rare. Est-ce qu'un lender britannique peut financer un bien en France? Je vous avoue que je n'ai pas la réponse. Si à partir du moment où ils peuvent prendre une garantie sur un bien en France, oui, ils peuvent vous suivre, mais de mémoire, je crois que les conditions sont quand même pas très intéressantes. Il va y avoir Barclays ou la Lloyds, mais je crois que c'est vraiment pas intéressant. On n'aura pas des taux comme nous, un 7 fixe sur 20 ans. Et alors, est-ce qu'on peut financer un achat en Angleterre via un prêt IMO français? Alors oui, bien sûr. Si vous avez un bien en France, libre de dette ou avec un tout petit capital restant dû à reprendre, bien sûr, il faut que le bien en France ait une valeur supérieure au bien en Angleterre, sauf si vous êtes prêt à mettre de l'apport aussi pour votre bien en Angleterre. Mais oui, on peut faire une garantie déplacée pour financer en Angleterre, avec un prêt donc français, un taux fixe en euros. Voilà. Alors, il y a une question pour les assurances. Alors, tu veux que je te la pose? Je suis déjà client chez April, est-ce plus rapide de passer par eux? En fait, non, pas du tout. Vous allez passer par la porte classique de April, et du coup, April n'est pas du tout spécialisé pour faire des dossiers à distance et dans des délais très réduits. Nous, chez April, on a des interlocuteurs qui sont privilégiés pour Valorama et qui savent qu'il faut aller très très vite. Par ailleurs, on vous proposera peut-être pas April, parce qu'April, ça va peut-être pas être le plus rapide ni le moins cher dans une situation. Donc, si vous êtes déjà client chez April, il faut nous consulter, on vous trouvera peut-être mieux, ou April, mais plus vite. Donc, avec les mêmes tarifs, ou voire moins cher, parce qu'eux, ils n'ont pas la main sur les tarifs. Alors, moi, je vais prendre la question suivante. Donc, peut-on faire un achat avec zéro apport? Zéro apport, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire,
déjà, de toute façon, partez du principe que vous devez payer au minimum les frais de notaire. Donc, pour un rappel, les frais de notaire sur du classique ancien, 7,5% avec la garantie hypothécaire. Sur du neuf, on va être à 3,5%. Donc, déjà, partez du principe que oui, vous devez financer donc, au minimum les frais de notaire. Comme je vous expliquais, on a des options où on peut financer 100% de votre projet si vous êtes français salarié. Mais il faut être prêt à donner des garanties financières à la banque qui avoisinent, on va dire, 10% de ce que vous empruntez. Donc, on peut financer 100%, mais il faut être prêt à donner un petit peu de garantie financière, donc des placements financiers avec la banque. Voilà. Il y a une question aussi, quelle est la différence avec un comparateur de type Assureland? Alors ça, on nous la pose souvent. En fait, nous, on ne peut pas être comparateur pour des pays étrangers sur Internet parce qu'en fait, les risques des pays changent toutes les semaines et les assureurs ont des politiques discrétionnaires. Et en fait, on ne peut avoir une appréhension des risques que par des statistiques. Et donc, c'est ce que nous, on a. Et c'est totalement confidentiel, ou en tout cas, c'est pas du tout écrit noir sur blanc. Donc, aucun comparateur ne pourra vous donner les meilleurs tarifs pour un expatrié, parce qu'en fait, on ne peut pas s'engager sur un pays. Un assureur français ne pourra pas s'engager sur un pays. Il ne le fera que pour la France. Donc, nous, par contre, on peut savoir chez qui il faut aller pour éviter les surprimes et pour avoir le meilleur délai et tarif. Voilà. Donc on a beaucoup plus de contrats que Assureland parce qu'on couvre tous les pays du monde, de l'Afrique à la Russie, aux États-Unis, aux Émirats, tous les pays du monde. On n'a pas de faille sur les pays aujourd'hui. Alors, savoir qu'on peut financer donc tout votre projet à hauteur de 100%, parce que j'ai une question, donc c'est valable, on est d'accord, pour un Français salarié en dehors de France, hein, qui travaille pour une société connue. Là, on peut étudier éventuellement la possibilité de financer 100%, donc encore une fois de plus, en étant prêt à donner un peu de garantie financière à la banque. Une société anglaise. Alors, une société anglaise, autre que immobilière, peut-elle emprunter pour acheter des assets comme l'immobilier? Donc, non, ça, je ne pense pas. Pour obtenir un crédit, on va dire, dans une banque française, si c'est une société étrangère, ça va être compliqué, en fait. Elle ne va pas savoir faire, elle va pas faire, en fait. Après, si on est sur un prêt, on va dire, un peu plus conséquent, on peut étudier la structure de la société. C'est vraiment ça, c'est peut-être une question à me poser par email, et comme ça j'essaierai de voir au cas par cas. Ok. Est-ce que tu vois d'autres questions, Pierre? Rachat de crédit, y a-t-il une durée minimum restante et un montant minimum? Alors oui, tout de même, on a pu constater que faut au moins qu'il reste 15 ans pour que ce soit intéressant, surtout si vous avez acheté et financé il y a 5 ans, il faut au moins qu'il y ait 15 ans. Et en termes de capital restant dû, on parle de au minimum 150 000 €. Parce qu'il faut penser que quand vous faites un rachat de crédit, il va y avoir la nouvelle hypothèque, donc c'est 1,3% du montant financé, donc il y a ça qui rentre en jeu. Ensuite, il va y avoir les frais de courtage, il va y avoir les frais de la banque si la nouvelle banque en prend, et il va peut-être aussi y avoir des pénalités en cas de remboursement anticipé que l'organisme bancaire du premier prêt va vous prendre. Donc très rapidement, nous, on va être capable de vous faire une analyse et vous dire si c'est intéressant ou pas de racheter. Voilà. Alors, Richard Joubert demande avec un montage précis. Je pense qu'il vaut mieux que tu répondes. Alors, là, je vois qu'il y a une demande bien précise pour un rachat. Je vous conseille de faire. Vous nous l'envoyez par mail, on vous répondra de manière précise. Par mail à carte financement, et puis on va étudier votre demande, monsieur.
Donc ça, il n'y a pas de problème. Elle pourra vous répondre très rapidement, mais c'est... Alors le mail, donc c'est contact@cartefinancement.com. Vous l'avez au-dessus, normalement. Ah. Donc contact@cartefinancement.com. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Financez-vous des montages en SCI, tu as répondu? Alors oui, bien sûr, bien sûr. Alors sachez qu'il y a certaines banques qui vont pas le faire parce que tout simplement ils vont nous dire alors ça va falloir ouvrir le compte de la SCI, donc il va falloir prendre les documents par rapport à tous les actionnaires. Donc c'est vraiment on a des solutions pour financer des SCI, mais il ne faut pas qu'il y ait trop d'actionnaires non plus. Il faut que ce soit assez simple. Voilà. Donc le 100% par exemple de financement, bah, cette banque-là me dit je préfère que financer les opérations non propres. Donc voilà, encore une fois de plus, c'est du cas par cas, mais bien sûr, on peut étudier un montage en SCI. Alors, Richard Joubert, je peux juste dire une chose aussi pour l'assurance. Bah, c'est maintenant qu'il faut le voir pour avoir un devis pour le proposer à la banque. C'est en amont, en fait, que vous pouvez avoir le meilleur tarif parce que sinon, ils vont vous obliger à prendre une assurance qu'ils auront concoctée un peu de leur côté. Donc, surtout, pensez à le faire pas trop tard. Je souhaite faire un achat, rénovation, revente. Est-ce que vous financez ce type d'opération? Alors, c'est peut-être un peu de l'opération de marchand de biens, non, Pierre? Ouais, c'est ça à peu près. Hein. Bon, ça va être pour un non-résident, ça va être plutôt, enfin, ça va être compliqué parce que encore une fois de plus, la banque elle va voir son intérêt et puis elle va se dire bon, quel est l'intérêt pour moi. Voilà. Est-ce qu'elle va pouvoir développer la relation derrière ou, voilà, c'est tout une question de contrepartie, ce que vous êtes prêt à donner à la banque, mais à mon avis, c'est plus compliqué. Alors, investir en France mais ne payant pas d'impôts en France, quelles sont les conséquences? Impôts à payer en France ensuite ou plus impôts à payer dans le pays de résidence? Là, en fait, si vous avez des revenus fonciers en France et que vous êtes non-résident, sachez que oui, vous payez les impôts en France sur les revenus fonciers. Et donc, en général, il y a une convention fiscale avec votre pays de résidence qui, justement, évite cette double imposition. Et donc, si jamais s'il y a un différentiel à payer par rapport aux impôts de votre pays, bon, il y aura peut-être un surplus à payer, mais vous n'êtes pas doublement imposé. Non, non. En tout cas, sachez que l'impôt, enfin, le revenu foncier est imposé en France. C'est pas parce que vous n'habitez pas en France que vous ne devez pas payer d'impôt dessus. C'est très important d'être en règle là-dessus. Alors, on va répondre à Simon. Avez-vous l'habitude des dossiers de financement en SAS sans forcément 3 années de résultats? C'est vrai que parfois les sociétés sont en création et donc elles n'ont pas 3 années de résultats. Là, je vais vous répondre qu'il faudra 3 années de bilan. 3 années de bilan pour pouvoir étudier le dossier. Et si les actionnaires, le gérant et les actionnaires ont des bons revenus de la SAS, pardon? Alors là, on peut étudier, donc ce sera forcément une banque spécialisée qui va comprendre les problématiques d'un chef d'entreprise. Donc pareil, encore au cas par cas, voilà, notre métier, c'est beaucoup de cas par cas et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour qu'on puisse vous répondre. C'est la spécificité du marché du non-résident et en même temps, c'est très enrichissant. Voilà, donc chaque pays et chaque profession a ses particularités, mais partez du principe qu'il faut 3 années de bilan. Après, si vous avez peut-être 18 mois, on peut étudier au cas par cas en fonction de l'apport que vous êtes prêt à mettre dans le projet. Est-ce que l'on peut garantir un prêt avec un bien détenu en France? Un prêt hypothécaire, c'est pas ça? Alors, garantir un prêt avec un bien détenu en France. Alors, si c'est pour une autre acquisition peut-être pour acheter un autre bien en France, ça doit être ça. Si c'est pour acheter un autre bien en France, bah, la banque va dire pourquoi je ne finance pas en direct, tout simplement, parce que de toute façon, partez du principe que vous devez montrer des revenus tous les mois, que ce soit, même si vous avez déjà de l'existant et qu'on prend une hypothèque dessus, on doit, voilà, c'est comme un prêt classique, donc la banque va vous dire pourquoi je ne finance pas ce bien en direct, voilà, tout simplement. D'accord, oui, la question n'est pas totalement précise en fait. Il faudra savoir c'est pour financer quoi. Est-ce que c'est pour de l'immobilier ou c'est pour de la trésorerie? Ok, Simon, pour les questions personnelles, hein,
Contact, oui, contact@cartefinancement.com. Oui, c'est ça. Et pareil pour contact@valorama.fr. Aidez-vous à trouver des banques qui facilitent les emprunts pour investir dans des SCPI qui ne gèrent pas. Alors, tout simplement pour les SCPI, en tant que non-résident, va y avoir une seule banque sur le marché qui va vous suivre si ce n'est pas des SCPI maison, comme on appelle, donc des SCPI de la banque. Donc elle va vous suivre, mais attention, hein, on est sur un taux à plus de 3% sur 20 ans. En général, d'ailleurs, elle préfère sur 15 ans. Après, si vous voulez des conditions assez intéressantes pour financer des SCPI, il faudra être ouvert et justement prendre les SCPI de la banque, des SCPI maison, pour pouvoir avoir les mêmes conditions qu'un prêt classique. Passer par un organisme de cautionnement français permet-il de rendre des dossiers plus intéressants, de réduire les contreparties? Passer par la Crédit Logement Alors, l'organisme de cautionnement, c'est pour la garantie, pour éviter l'hypothèque, ou Guillaume, faudrait oui, pour la préciser. garantie, ok. Alors de toute façon, c'est pas vraiment vous qui décidez, c'est la banque et son mode de fonctionnement. Donc il y a des banques qui vont dire non, moi je ne veux pas Crédit Logement pour garantir le prêt du client. Je veux absolument un privilège, une garantie hypothécaire, un privilège de prêteur de nuit. Après, il va y avoir des banques qui vont dire moi, si le dossier ne passe pas par ma garantie Crédit Logement, je ne prends pas le dossier. Donc en général, sachez que Crédit Logement est réservé donc aux Français, salariés uniquement. Voilà. Alors, j'ai un prêt en cours aux Pays-Bas pour ma résidence principale. Le montant restant à rembourser est bien inférieur à ma capacité d'emprunt. Si je souhaite faire un investissement en France, est-il possible d'avoir un emprunt global pour les deux biens ou je vais garder mon prêt aux Pays-Bas? Je suis salarié en contrat local. Ça, on pourra peut-être y répondre par email. Vous envoyez un contact ou vous appelez Laure demain. Partez du principe que si vous souhaitez faire cette opération pour éviter de l'apport personnel de votre épargne, que vous souhaitez prendre aussi bien une garantie aux Pays-Bas ou en France, la banque préfère vraiment que vous mettiez que votre apport personnel provienne vraiment de l'épargne et non d'un refinancement d'un autre bien. Ça, c'est très important. On ne peut pas financer de la dette par de la dette. C'est une question de risque et pour le dossier, en tout cas, ils voudront voir de l'apport qui vient de votre épargne personnelle. Alors, François pose la question plusieurs fois, effectivement. Si on vit à Londres et que l'on possède un logement en Martinique, peut-on utiliser la maison pour un prêt hypothécaire? On vit à Londres et qu'on a un logement en Martinique. Une hypothèque sur le bien en Martinique, je suppose. Oui. C'est une bonne question. Je pense que je dois poser la question. Je vous avoue, je ne peux pas vous répondre. Je peux pas vous répondre tout de suite. Je vais poser la question. Mais en tout cas, si c'est possible, ça va pas être. C'est pas toutes les banques qui pourront faire ce type de montage. Voilà, je dois me renseigner, mais n'hésitez pas à me poser la question par mail sur contact@cartefinancement.com et on va se renseigner. Je ne suis pas 100% sûre que ce soit possible. Alors Seb pose la question, comment vous rémunérez-vous? Alors moi je vais répondre pour les assurances. En fait, on est payé en fait dans les cotisations d'assurance que vous payez, il y a une partie qui est toujours reversée à quelqu'un. Donc que ce soit par la compagnie ou par un courtier, c'est les mêmes cotisations qui vont payer différentes personnes, soit des salariés, soit des chefs d'entreprise ou des entreprises. Et donc c'est des pourcentages. Alors, concernant les frais de carte financement, donc on prend des frais de courtage. En moyenne, c'est 1% du montant financé, avec un minimum de 1 500 €. Donc, ces frais sont payables uniquement en cas de succès. Cependant, sachez que nous ne sommes pas un courtier classique, on est vraiment un courtier spécialisé, c'est-à-dire qu'on vous avez une consultation gratuite concernant votre capacité d'emprunt. Nous vous envoyons des propositions
Et puis surtout, une fois que vous êtes prêt à acheter, on est vraiment là pour vous accompagner, c'est-à-dire qu'on vous remet une liste de pièces, de documents sur mesure, parce que on connaît chaque spécificité de chaque pays et de chaque profession. On sait également anticiper les problèmes. Ce qu'on vous demande, c'est toujours de nous envoyer votre dossier complet avant de signer une promesse de vente, parce que ça nous permet d'avoir anticipé tout problème éventuel et de surtout compléter un dossier qui est envoyé directement à la banque dès que vous avez signé un compromis de vente. Donc ça nous fait gagner en moyenne 2 semaines par rapport à d'autres courtiers qui vont plutôt vous parler peut-être en amont, mais pas forcément vous donner une expertise sur la documentation, vous remettre peut-être une liste un peu générale où vous allez être perdu, vous n'allez pas savoir quoi prendre. Nous, on va savoir exactement, selon chaque pays, quel type de documents fiscaux nous avons besoin, et ça va nous faire gagner du temps. Également, nous étudions tous les dossiers, donc mes collègues travaillent, elles analysent complètement le dossier, elles facilitent la vie au banquier, qui fait que quand le dossier arrive sur le bureau du banquier, il sait que c'est un dossier qui arrive de carte financement et que voilà, il n'y aura pas d'aller-retour. Donc ça, c'est aussi pour ça qu'on justifie des frais de courtage. On prend également, on prend soin voilà, d'être là au rendez-vous jusqu'à la signature chez le notaire et parfois bien au-delà. Voilà, je peux vous assurer que quand vous travaillez étranger, avec le décalage horaire, tout ça, pour relancer une banque, c'est bien quand quelqu'un le fait aussi pour vous. Alors, il y a une question assurance intéressante. Quels sont les risques que l'assurance du crédit doit couvrir, à minima? Donc, en fait, pour un non-résident, 95% des banques vont demander seulement la base, c'est-à-dire le décès PTIA. Parce que c'est plus difficile pour un assureur de couvrir les autres garanties et c'est difficile de la mettre en œuvre. Donc, les banques ne demandent pas les garanties complémentaires qui sont les arrêts de travail. On est juste sur les garanties de décès, ce qu'on appelle. Donc, c'est moins cher que la totalité des garanties. D'ailleurs, nous, on est là aussi pour rappeler ça aux banques parce que parfois, elles demandent beaucoup trop et quand elles voient qu'on est dans la boucle, eh bien, elles se disent « Ah, on ne va pas pouvoir raconter n'importe quoi au client. » Attention, oui, pour du locatif, bien sûr, même pour un Français, on est en garantie de base, c'est-à-dire garantie d'essai, c'est tout. Donc, c'est très simple. Bien sûr, pour du locatif, garantie d'essai, pas les garanties arrêt de travail et tout ça, puisqu'il y a des loyers qui vont aussi aider au financement de l'amortissement du prêt. Voilà. Alors, question, quel niveau de revenu permet de prétendre un prêt immobilier en France? Alors oui, quand même un revenu minimum voilà, ça va être, si vous êtes célibataire, en moyenne c'est 50 000. En couple, voilà, ça peut aller entre 50 000 et 100 000. Ça dépend en fait de votre projet, ce que vous souhaitez faire. Mais on va dire, on va tabler 50 000 € minimum par an. Pour les prêts immobiliers accordés à une entreprise, est-ce qu'on fait plus que 15 ans? Alors, une entreprise, une SCI, oui. SCI ou SAS? SAS, ça va être plus déjà une SCI. Hein. SAS, il y a très peu de banques qui... Commercial. Oui, ça va être compliqué la SAS par contre. SCI, ça va être maximum 20 ans. On peut même regarder sur 25 ans si vous êtes ouvert à un taux assez cher. Ok, donc si le son et l'image sont pas bons, on vous envoie la vidéo par email, hein, je crois que c'est ça, un lien ou une vidéo par email. Désolé. Y a-t-il des frais de dossier bancaire en plus des frais de courtage? Oui, ça dépend des options. Encore une fois de plus, nous sommes transparents sur tous les frais. Donc, quand on vous remet une proposition, il y a tous les coûts qui sont annoncés. Donc, il y a des banques qui prennent des frais de dossier, il y en a d'autres qui ne prennent pas. Ça dépend complètement de l'option qui vous est disponible en fait. Le but étant qu'au final, vous ayez moins cher que si vous êtes en direct avec la banque. Est-ce que le Brexit peut compliquer les choses? Alors ça, c'est pour les résidents britanniques. Pour vous rassurer, en fait, l'Europe n'a pas toujours été là et
Et je sais que bien avant, il y avait déjà des prêts qui étaient accordés à la clientèle britannique qui est toujours venue en France. C'est une relation que nous avons historique, donc les établissements bancaires ont toujours suivi la clientèle britannique ou même les Français à Londres. Donc je ne suis pas inquiète en fait là-dessus. Petite astuce pour tout le monde et petit rappel au passage, si vous allez faire un crédit immobilier, pensez à nous demander un devis. Ça vous aidera dans votre montage, même si vous ne l'utilisez pas, mais au moins ça vous aidera à avoir le meilleur tarif en assurance parce que étant non résident, ils profitent un petit peu de votre statut. Vous n'êtes pas obligatoirement au courant de toutes les lois, mais sachez que les Français utilisent beaucoup les délégations d'assurance, c'est-à-dire le recours à une assurance externe, comme propose Valorama. Donc, pensez à faire ce devis en nous demandant par email, on vous envoie le projet, ça nous demande 5 minutes pour le faire. Donc, contact@valorama.fr pour les assurances et contact@cartefinancement.com pour les crédits. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Là, les gens baissent un petit peu. Alors, laquelle on peut reprendre encore? Oui, ok. Ouais, je monte là. Est-ce que j'ai un montage en cours à Londres? Un logement sur un crédit, un logement sans crédit à la Martinique. Pensez-vous qu'avec un salaire plus que convenable, je peux bénéficier d'un prêt à 90%? Alors là, ça va être, c'est une demande plutôt personnelle. Encore une fois de plus, je vous encourage à m'envoyer un mail pour partager votre projet avec nous et on va voir comment on peut vous accompagner là-dessus. Alors, le montant minimum à financer, on a répondu à ça? C'est 100 000 minimum. 100 000. J'ai signé une assurance il y a 1 an avec une banque, puis-je la résilier pour aller à la concurrence? Oui, tout à fait. La loi, depuis peu de temps, vous permet à chaque date anniversaire de résilier votre assurance comme une assurance auto ou une assurance maison. Et le statut de non-résident n'a aucun changement, enfin n'apporte aucune inconvénient à cela. Vous pouvez le faire. Et aussi, vous pouvez échanger aussi dans la première année à tout moment. Voilà, ça c'est depuis longtemps. C'était pour la première année. Oui, ça, la première année, c'était depuis la loi Lagarde. Et maintenant, la loi Hamon et loi Bourquin vous permet de changer à chaque date anniversaire. Par contre, il faut le faire bien avant les 2 mois de l'anniversaire. Sinon, on risque de se louper et de devoir attendre encore 1 an. Ça, on le fait fréquemment, de changer ça. Si vous avez un taux à 0,30 ou 0,25, venez nous voir. Ok. Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Et puis, pour toutes les autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer un email ou nous appeler. Avec plaisir, on vous parlera à partir de demain, mercredi. Merci beaucoup. Très bonne soirée, très bonne journée à tous. Merci Laure. Et merci à vous de votre participation. Au revoir. Au revoir, bonne nuit, bonne journée. Au revoir.